Bienvenue sur Change and Chill, le podcast où l'on parle de changement simplement. Je suis Olivier My et avec mes invités, nous explorons comment le changement peut être une force positive dans nos vies. Des histoires inspirantes avec une touche de légèreté. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Egerter. Salut Laetitia, comment vas-tu ? Salut, bien et toi ? Eh bien, après 3 heures de route, je suis un peu crevé, mais très, très content d'être là. C'était gentil d'avoir fait la route jusqu'ici, jusqu'à Gland. Effectivement, ville que j'ai découvert il y a quelques semaines. Et c'est très sympa, hein. En vrai, le trajet que j'ai eu là, je suis passé par Genève, ensuite par Lausanne. Non. En tout cas, j'étais sur l'avenue de Lausanne, je sais pas quoi là. Ah, c'est peut-être l'avenue de Lausanne, oui. Parce qu'en fait, j'ai fait tout le bord du lac. Ah oui, d'accord, ok. Après, moi, j'ai juste suivi Waze. Hein. Mais en tout cas, j'avais la lumière du soleil, là, c'était vachement agréable. Oui, c'est joli. Ce matin. Ouais, Donc, ouais. voilà, on va dire que malgré le réveil à 5h30, au moins le trajet était très sympa. Il y a un truc qui me perturbe en Suisse. À 10 km près, enfin 10 km/h près, je trouve que ça change totalement le rythme. C'est-à-dire ? Tu sais, en France, il y a 50 km/h. Oui. Ici, c'est 60. Ça dépend où tu es. Oui, il y a des endroits où Ouais. c'est 60, voire même 70. En ville, c'est plutôt 50 normalement. Ah oui, il y a 50 aussi. Oui. Parce que du coup, je sais pas, je devais avoir un rythme qui fait que j'arrive toujours sur les oranges, j'arrive toujours sur les... J'ai un problème de rythme. Il y a quelque chose qui faisait que c'était un peu compliqué pour moi ce matin. Mais c'était assez paisible ce matin. J'étais tranquille sur la route avec le petit soleil et le lac. Faut dire qu'on est assez privilégié. Hein. Moi, tous les Franchement, matins, quand je viens de travailler, alors je viens en voiture, la vue que j'ai, c'est les montagnes ou les vignes, le lac. Donc, non, c'est vrai que c'est agréable. Ah, franchement, vous êtes bien. Hein. Donc là, on est accueillis à Swissquote, dans une petite salle qui est très sympa, avec un canapé, un écran, et puis voilà, on a pu s'isoler pour enregistrer. Donc merci de m'accueillir. C'est avec plaisir. Et du coup, pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Laetitia Egerter. Je suis coach agile aujourd'hui. Félicitations. Merci. Je sais pas si c'est un exploit ou pas, mais en tout cas, aujourd'hui, je le suis. Ça va faire, je dirais, officiellement 2 ans à peu près que je suis coach agile. Je travaille chez Swissquote. Mon Dieu, ça va faire presque une 15aine d'années cet été. Je sais pas si je dois m'en réjouir ou en pleurer, de me dire, mais ça fait bientôt 15 ans que je suis dans la même société. Alors que quand j'avais commencé, je m'étais dit, allez, 5 ans, je reste. Hein. Ah, tu t'es dit ça ? Oui, je m'étais dit à l'époque, quand j'ai commencé, je me dis, allez, je me donne 5 ans et puis après, j'irai voir ailleurs. Et puis finalement, moi, ça va faire 15 ans que je suis chez Swissquote. Après, ce parcours, pourquoi ça fait 15 ans que je suis chez Swissquote ? C'est parce que j'ai aussi beaucoup d'opportunités, j'ai pu beaucoup évoluer. La société elle-même, cette organisation a énormément grandi. Je vais pas faire de la pub pour Swissquote, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, je pense qu'on était à 230, 250. Aujourd'hui, on est 1250, 1300. Ah ouais. Donc, rien à voir. Et c'est vrai que j'ai pu vraiment voir cette entreprise grandir et puis avoir des opportunités. Donc, où j'étais avant d'être coach agile, en fait, j'étais dans les ressources humaines. Ça, justement, c'est quelque chose dont on va discuter juste après. Oui. Comme tu le sais, le podcast a un thème autour du changement. Oui. Et donc, c'est quelque chose que tu vis au jour le jour parce que c'est ce que tu accompagnes. Mm-hmm. Mais toi, quand on te dit changement, qu'est-ce que ça t'inspire ? Pour moi, ça va être du renouveau, ça va être de l'adaptation, ça va être presque un besoin, en l'occurrence. Besoin personnel, mais aussi professionnel, en tout cas d'évolution. Ouais, j'ai envie de dire, c'est de l'évolution. Et aussi, d'une certaine manière, une obligation aujourd'hui, je pense, de suivre le changement, d'être avec le changement, de l'adopter, je vais dire. Je pense que c'est on va dire un mal pour un bien ou un bien pour un mal. Mais en tout cas, ça fait partie de nos vies. Et donc, quand tu parles d'obligation, c'est si on ne le fait pas, c'est quoi qui pourrait nous arriver ? Selon toi, hein, bien sûr. Oui, selon moi, je pense que la problématique, ce serait de rester en arrière-plan ou du moins de plus être à la page, si je puis dire. C'est vrai que, alors même si moi, je viens pas du monde tech, j'évolue dans ce monde où je vois autour de moi des ingénieurs qui, au jour le jour, ils doivent se renouveler. Et ils n'ont pas le choix. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dès le départ. Et même à l'époque, quand j'étais aux ressources humaines, je travaillais beaucoup avec eux. C'est de voir cette facilité ou en tout cas cette volonté de toujours évoluer, changer, se remettre en question. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu déjà à l'époque. C'est super. Ce que je te propose, c'est qu'on va découvrir un peu ton aventure. Oui. Parce que donc, tu nous parles de coaching agile, tu nous parles de RH.
mais t'as toujours voulu faire ça, toi? Donc, RH, du coup, ou même avant, d'où tu viens? Alors non, c'est vrai que c'était même pas RH à l'époque. Alors ce qui est rigolo, c'est que, en fait, si je reviens, alors vraiment il y a très très longtemps, quand j'étais adolescente. Il y a très 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 longtemps, c'est vrai. Ah non, bah oui, je suis quand même vieille déjà. Quand j'étais ado, même avant, j'imagine mon futur, donc je m'étais spécialisée plutôt au côté économie. Donc, économie, ok. Ouais, économie. Et je me voyais travailler à la bourse. Donc tu te voyais quoi, dans les salles de marché? Oui, dans les salles de marché, à la bourse, dans les aspects finance, etc. Et puis après, j'ai commencé à me former, je me suis rendu compte que ce n'était pas la finance. Après, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, je travaille quand même dans une banque qui est spécialisée dans le trading. Donc finalement, je suis pas si loin, mais alors pas du tout dans le côté financier. Donc non, ça c'était d'abord. Après, je me suis dit, ok, non, c'est pas là que je veux aller. Je me suis dit, je vais plutôt aller du côté marketing. J'aime bien communiquer. Et j'étais une bonne vendeuse, on va dire à l'époque. Enfin, une bonne négociatrice déjà. Une bonne négociatrice. Mais du coup, tu nous dis le marketing, après l'économie. Mais l'économie, donc tu disais que tu étais ado. Ado, l'économie. Après, plus tard, c'était le marketing. Et donc, le plus tard, c'est quand? C'est quoi? J'avais 20 et quelques années, en fait, et c'est là que je voulais travailler dans le marketing. J'avais arrêté mes études à un moment donné, l'université, parce que ça me plaisait pas. Moi, les amphithéâtres à 1500, on était 600 personnes. Ça me convenait pas. Ah oui, c'est vraiment des grosses promos, alors. Ouais, à l'université HEC. Donc, du coup, ça me plaisait. HEC en Suisse? Oui, en Suisse. À Lausanne. Non, j'étais pas à Paris. Mais HEC Lausanne, c'était déjà des promos de 500, 600. Ah ouais. Ça me convenait pas du tout. Je n'aimais pas du tout cette manière d'apprendre, d'enseigner. Et donc, j'avais arrêté mes études. Et là, je me suis dit, ok, j'ai envie d'aller dans le marketing. Et j'ai commencé à chercher un emploi. Alors, j'ai fait de la vente. J'ai même fait du porte-à-porte à l'époque. Du porte-à-porte? Oui, j'ai fait du porte-à-porte. Et qu'est-ce que tu vendais? Des abonnements Sunrise. Sunrise, du coup, c'est quoi? Un opérateur mobile. Mais à l'époque, c'était pour du fixe, en fait. C'est des opérateurs de téléphone fixe. Et du coup, ça se passait comment le porte-à-porte? Parce que du coup, ça me paraît d'être d'une autre époque. C'est pour ça que je te dis que je suis vieille. C'était vraiment, j'allais dans les immeubles, et je frappais à la porte et puis j'essayais de vendre des abonnements comme ça de cet opérateur mobile, quoi. Et ce job-là, c'était quoi? C'était entre guillemets un vrai job ou c'était un job étudiant? Non, c'était un vrai job. C'était un vrai job. Et donc, tu l'as trouvé comment, ce job-là? Je cherchais du travail, donc je disais dans le marketing. Après, ça a dévié sur le télémarketing. Et puis, finalement, pour dévier, finalement sur la vente. Donc, parce que c'était là que c'était le plus simple, en fait, de trouver un emploi. Et donc, j'ai commencé par là, du porte-à-porte. J'ai même après vendu des appareils de paiement par carte de crédit. Ok. Donc, voilà, c'était un peu mon parcours. Et à un moment donné, je me suis présentée à une agence de recrutement. Ouais. Justement pour un poste dans du marketing. Et à la fin de l'entretien, la personne m'a dit « Ah, mais est-ce que vous ne voudriez pas venir travailler ici ?» Et c'est comme ça, en fait, que je suis rentrée dans le monde des ressources humaines. C'est par le recrutement, en fait. Je suis devenue une conseillère recrutement, en fait, à l'époque. Mais justement, qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette conversation avec cette personne-là et qui, au final, l'a amené à te proposer ça? C'est une bonne question. J'étais jeune à l'époque. Je pense que durant la conversation, je lui ai expliqué ce que j'avais envie de faire. Et donc, du coup, finalement, alors, je pense que je vais me faire peut-être détester par les gens qui travaillent dans le recrutement, mais il y a un côté un peu vente aussi, également. Ah, tout à fait. Donc, je pense qu'il a dû voir mes compétences par rapport à cet aspect-là et m'a proposé, en fait, de travailler directement avec lui, quoi. Donc, je faisais autant de la prospection qu'après, j'allais voir les candidats. Voilà, on travaille. Et du coup, la vente, est-ce que c'est quelque chose que tu as appris ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ta personnalité? Je pense pas que je l'ai appris. Je pense que ça faisait partie un peu de ma personnalité. En tout cas, j'avais de la facilité de ce côté-là. Donc, non, j'ai pas suivi des cours en tant que tel. Ouais, peut-être quelques cours après au fur et à mesure, mais non, sinon, pas au départ. Pas au départ. Et donc là, la personne te propose d'aller dans le recrutement et tu lui dis oui tout de suite? Oui, je dis ouais, ok. Go, quoi, on essaye, on teste. Je connaissais pas du tout ce monde-là. Enfin, j'avais été de l'autre côté de la barrière vu que je cherchais un emploi. Mais en tout cas, la manière dont il me le dépeignait, ça m'intéressait. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde RH à travers cette porte du recrutement, quoi. Donc, on va dire initialement économie, ensuite marketing. Et donc là, ensuite, tu tombes sur le recrutement. Exactement. Ok. Et de ce que j'entends, c'est que tu n'as pas de formation de recrutement. Donc, on te propose le job, mais tu n'as pas le bagage officiel, si je puis dire, entre guillemets. Tout à fait. J'ai 0 expérience, donc la personne m'a vraiment pris sous son aile à l'époque et m'a enseigné vraiment tout le métier, quoi.
Après, je pense que du recul aujourd'hui, je me dis que c'était un peu du bricolage. Ah bah. Mais finalement, ça m'a surtout permis en fait de rentrer dans ce monde des ressources humaines. Après, j'ai eu un petit passage entre deux. Je me suis dit non, il faut quand même que je me forme. Donc là, j'ai repris mes études et je me suis spécialisée en fait dans les ressources humaines à ce moment-là. Parce que là, c'était quoi? C'était une agence de recrutement? Exactement. Donc, tu y as passé combien de temps? J'ai passé 1 année. Donc, 1 an à faire du bricolage, Voilà, mais au moins à se sentir. Et qu'est-ce que tu y as découvert pendant cette année-là qui t'a amené jusqu'à reprendre tes études? Alors, déjà, d'une part, c'est ce contact humain. Et au-delà, finalement, parce qu'il y avait cet aspect vente, mais plus lorsque je faisais de la prospection, parce que je devais trouver des clients. Mais vraiment, de l'autre côté, être face à des êtres humains et puis des gens qui recherchent un emploi, d'une certaine manière, se confient à nous également. Donc, j'ai beaucoup aimé cette partie-là de ce contact humain. Et j'ai dit, ah non, maintenant, en fait, moi, ce que je veux, c'est pas vendre un produit, faire du marketing. Je veux plus faire de la prospection non plus. J'ai vraiment envie de découvrir davantage ce monde des ressources humaines. Et c'est là que j'ai décidé aussi de reprendre mes études. Et donc, tu reprends tes études en Suisse? En Suisse, oui, tout à fait. Toujours? Pas HEC, je suppose? Non, pas HEC. Une autre école de gestion, en fait. Alors, toujours dans le monde économique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, en tant que tel, des formations purement RH, en tout cas en Suisse. Donc, du coup, j'ai fait cette école de gestion. Beaucoup plus petite classe, vu qu'on était 25, je crois, quelque chose comme ça. Donc, et c'est quoi? C'était une seule classe de 25 ou il y avait plusieurs classes de 25? Ah non, alors il y a plusieurs classes de 25. Ok. Donc, en Suisse, il y a vraiment 2 modèles. C'est les autres écoles et puis l'université. Ok. Donc, plutôt côté haute école. Et là, on était 25, c'est exactement ce qui me correspondait, puisque en fait, j'ai tendance à me poser beaucoup de questions. Je ne déteste ne pas comprendre. Donc, c'est sûr que quand on est dans un amphithéâtre de 500 personnes, poser des questions, c'est pas vraiment ce dont on a envie. Lever la main, surtout que lorsqu'on expérimente 2 ou 3 fois où il y en a qui osent enfin poser des questions et que les autres en fait se moquent. Donc j'ai dit jamais je poserai une question. Et puis donc là, j'ai vraiment en fait rejoint une classe où un groupe soudé, où on de l'entraide. Et donc, c'est vraiment ce qui me correspondait, de pouvoir poser mes 150 questions à la minute. Tu t'asseyais où dans la classe? C'est une bonne question. Non, j'étais plutôt au milieu, je pense. T'étais pas au premier rang pour pouvoir... Non, j'étais pas forcément au premier rang, j'étais pas forcément au dernier rang. Je pense que... Qu'on voit bien ta main quand tu la lèves pour la question, tu vois. Non, j'étais pas au premier rang. Mais oui, c'est vrai que j'ai quelques souvenirs d'avoir pu un peu saouler mes camarades à l'époque avec toutes mes questions. Mais bon. Donc voilà, donc c'est là que j'ai repris mes études et puis je me suis spécialisée la dernière année dans les ressources humaines. Donc c'est combien de temps? 3 ans, j'ai fait. Ah oui, 3 ans, d'accord. Et on y apprend quoi en formation de ressources humaines? Parce que ça n'a jamais été très clair pour moi. C'est vrai que maintenant que j'y pense, à l'époque, je pense que c'était vraiment les ressources humaines d'à l'époque. Alors bien évidemment, il y a tous les aspects salaires, donc on prend tout ce qui est assurance sociale en Suisse. Mais il y avait également toute la partie gestion prévisionnelle des emplois. En fait, finalement, aujourd'hui, de comment tu anticipes tes besoins aussi au niveau futur. Il y avait une partie de comprendre tout ce qui est politique salariale, mais pas uniquement. Finalement, tous les aspects légaux aussi, des ressources humaines. C'est vrai qu'il n'y avait pas énormément cet aspect, je dirais, d'accompagnement. Et ça, je n'ai pas vraiment souvenir, en tout cas aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a dû évoluer parce que finalement, aujourd'hui, les RH... Oui, j'espère. À l'époque, les RH, c'était le service du personnel, en l'occurrence, beaucoup. C'est pour ça que je te pose la question, parce que moi, les RH que j'ai pu côtoyer ou celles dont j'entends parler, parce que quand je vais chez des clients, je discute avec les personnes et souvent, on me parle des RH. Et grosso modo, le constat qu'on fait la plupart du temps, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est que dans RH, il y a beaucoup plus le R que le H, quoi. Et donc c'est pour ça que je suis curieux de me dire, mais en fait, est-ce que le H est étudié? Donc tu me dis que dans ton cas, la partie accompagnement n'a jamais été trop un sujet. Non. Mais du coup, on vous disait, vous êtes vraiment là pour aider les gens, on va dire, dans la partie règles. Ça allait être plutôt, alors déjà l'aspect recrutement, l'aspect salaire, l'aspect légal, l'aspect assurance. Il y avait cet aspect, on a touché un peu à ce qui était gestion de conflit. Ok. Par rapport à ça, mais c'est vrai, pas dans comment aider à ce que les gens se développent, comment aider les gens à ce qu'ils grandissent, finalement, comment accompagner aussi les managers à grandir aussi dans leur rôle, à les
qu'ils se sentent confortables, leur donner des outils. Cet aspect-là, non, je pense que je l'avais pas retrouvé en tout cas à l'époque. Et du coup, qu'est-ce que tu en gardes de cette formation-là? Maintenant, avec le recul, tu dis voilà, qu'est-ce qu'elle t'a amené que potentiellement tu as gardé jusqu'à aujourd'hui? Alors, à l'époque, ce que ça a amené, ça découvrir vraiment ce qu'étaient les ressources humaines. Ouais. Alors, vraiment, il n'y avait pas peut-être cet aspect-là, mais il y avait déjà un grand pan à l'époque sur les aspects de formation aussi. Ouais. Et j'avais accompagné le service du personnel du canton de Vaud. Alors, mon travail des diplômes. C'est quoi comme endroit? Le service du personnel du canton de Vaud. Et du coup, c'est quoi le canton de Vaud? Le canton de Vaud, c'est où on est, en fait. C'est c'est comme les départements. Ah oui, ok, d'accord. On est dans un canton de Vaud. Donc, c'est le côté public. Je crois que c'était un plat. Je suis tellement nul. Non, c'est une région. Oui, non, c'est une région, ok. Non, mais je suis tellement nul. Non, c'est pas grave. Je suis encore en train de me réveiller, moi. Il y a le canton de Genève, le canton de Vaud. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, oui, après, ça peut surprendre Vaud. Non, mais c'est pour bizarre. Ça. Non, mais c'est... Oui, exactement. C'est moi dans ma tête. Non, je peux comprendre Vaud. On ne pense pas forcément à un département. Mais donc, du coup, je les avais accompagnés parce qu'ils avaient un programme de formation des managers à l'époque. Et je les avais aidés, en fait. J'avais fait un assessment de leur programme et j'avais recommandé des améliorations pour leur programme. Et comment est-ce que tu avais été en contact avec eux? C'est-à-dire que toi, tu étais en formation? Oui, et puis en dernière année, on doit faire un travail de diplôme. Et en l'occurrence, c'était à l'époque mon professeur que j'avais en ressources humaines qui avait des mandats. Parce que les professeurs la plupart, ils n'étaient pas uniquement à 100%. C'était l'avantage aussi, c'était qu'ils venaient du terrain. Et il avait des mandats, ou alors il y avait une prospection qui était faite par l'école aussi, où les entreprises pouvaient donner des mandats. Et là, c'était un des mandats, en fait. D'accord. Et du coup, il te l'a donné ou est-ce qu'il intervenait en même temps? Non, il n'intervenait pas. Lui, c'était mon référent, en fait. Où je le voyais régulièrement, puis on parlait un peu de l'évolution, puisque c'était là-dessus que j'allais être notée pour mon travail de diplôme, quoi. Ouais, d'accord. Et avant de passer à la suite, est-ce que tu as un souvenir, une anecdote de cette période-là, ou quelque chose que tu as appris qui t'avait surprise à l'époque? C'est une bonne question. J'ai pas quelque chose comme ça qui me vient à l'esprit. Après, pour moi, ça a été une super période. J'ai beaucoup aimé ces 3 ans-là, parce que là, on parle des ressources humaines, mais j'avais des modules en finance, en marketing. On revient en marketing. C'est ça. Hein. J'avais beaucoup de modules différents. J'ai beaucoup aimé parce que ça m'a ouvert beaucoup d'horizons. Et je pense qu'au-delà, finalement, de cette spécialisation RH, qui était juste en dernière année, où c'était vraiment une spécialisation, ça m'a ouvert beaucoup de... En tout cas, j'ai découvert beaucoup de différents thèmes, différentes pratiques, expertises. Et c'est ça qui était intéressant, c'était quelque chose de très polyvalent, en fait. Et c'est ça que j'apprécie aussi, c'était de pas être uniquement, en fait, focalisé sur un thème. Donc ça t'a ouvert l'esprit. Exactement. C'est vrai que c'est bien d'avoir des écoles qui te permettent de voir aussi à côté. Oui. Plutôt que de voir juste, voilà comment on fait et maintenant refait pareil, quoi. Transformer les gens en robots, quoi. Oui, non, tout à fait. Robot RH. Robot RH. Et la réalité, c'est qu'aussi, personne ne travaille en silo. Tous les départements sont interdépendants aujourd'hui. Donc, c'est important aussi. Alors, je ne me prétends pas avoir une compréhension du métier de tout le monde. Mais clairement, ça aide à cette ouverture d'esprit. Et surtout qu'après, dans les ressources humaines, on accompagne et on recrute aussi des gens dans tous les métiers. Et donc, après l'école, tu termines l'école. Je termine ensuite, l'école. Qu'est-ce qui se passe? Alors, première chose, je m'en vais. Oui, ok. Je pars à l'étranger. Ah, carrément, ok. En voyage, à sac à dos. Ça, j'avais fait avant mes études et je l'ai refait après mes études. Je suis partie 6 mois. Toute seule? Oui, toute seule. Ah, tu fais partie de ces gens qui parlent seuls, alors? Oui. Alors, si j'avais trouvé quelqu'un avec qui partir, peut-être je serais partie avec quelqu'un, mais c'est vrai que je suis partie, j'avais envie de découvrir le monde et... Je trouve ça toujours super courageux. Je sais que, voilà, à chaque fois qu'il y a des personnes qui me disent « j'ai envie » ou « je suis partie seule » et en plus à sac à dos, je suis assez admiratif. Donc là, tu finis tes études, tu dis « voilà, j'ai envie de prendre l'air ». Et tu vas où? Je vais en Amérique du Sud. Amérique du Sud? Oui. Tu parles? Je parle espagnol. Ouais. Parce que je suis sud-américaine. En fait, je suis à moitié uruguayenne. Ah. Donc voilà. Je comprends mieux maintenant. Donc, je pars là-bas parce que depuis toute petite, je vais régulièrement en Uruguay. J'avais envie de découvrir les autres pays qui entouraient l'Uruguay. Donc en fait, je suis partie pendant 6 mois et j'ai navigué entre... Alors j'ai commencé au Paraguay, l'Argentine. Alors je suis passée voir ma famille en Uruguay, bien évidemment. Donc t'as encore de la famille alors, ouais. Oui, je suis allée dernièrement au mois de janvier, en fait, voir ma famille.
Donc, Chili, Équateur, Pérou, Bolivie, voilà. Donc, voilà. Ouais, donc, je pars à sac à dos, j'ai mon billet d'avion, ma première nuit d'hôtel et c'est tout. Ah ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter de ce voyage? Il y a des choses en particulier qui t'ont marqué et qui t'ont inspiré pour la suite? Alors, beaucoup de choses m'ont marqué. C'est déjà le fait, il faut se remettre aussi un peu dans le contexte. On n'avait pas de smartphone à l'époque. Donc, à l'époque. Non, mais pour dire que j'ai voyagé avec mon Lonely Planet, mon guide de voyage, et c'est tout. Ça m'a appris à me découvrir, être qui je suis. Dans le sens où il y a des matins, je savais pas où j'allais dormir le soir. J'ai dû me débrouiller. Et vraiment, ça, je pense que ça m'a énormément apporté. Je suis capable d'eux, en fait. C'est aussi ce côté-là, c'est la confiance en soi aussi. Puis après, oui, en 6 mois, j'ai vécu des choses incroyables. Je me suis retrouvée pendant 1 mois dans la jungle amazonienne, dans la forêt amazonienne, en Bolivie, à m'occuper de félins, des pumas, des oslots, dans un refuge. 1 mois? Oui, j'ai fait 1 mois. Coupé, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau chaude. Je veux dire, ça a été incroyable. Et comment t'en es arrivé à trouver ça? En fait, j'avais envie de faire du volontariat avant de partir. Et puis, pour être honnête, j'avais pas envie de faire avec des humains à l'époque. Pourtant, je venais de finir mes études en sciences humaines. Non, j'avais envie de vraiment travailler avec les animaux. Et j'avais commencé un peu à regarder avant de partir. Et le problème du volontariat, c'est que souvent, c'est payant, en fait. C'est payant pour toi? Oui, c'est payant. Donc, du coup, je partais à sac à dos, j'avais pas beaucoup de moyens à la fin de mes études. J'avais travaillé un peu pendant mes études, mais j'avais pas beaucoup de moyens, donc je pouvais pas me permettre, en fait, de payer. Et je suis tombée par hasard, en fait, sur une association en Bolivie, justement, qui avait plusieurs refuges pour des animaux. Et c'était relativement bon marché, en fait, puisqu'on payait juste, finalement, la nourriture. Et puis, je crois que ça me coûtait $10 par jour, donc voilà. Ouais. Et le logement. Alors, très spartiate, encore une fois. Et j'ai décidé, en fait, d'y aller, quoi. Et qu'est-ce que tu peux nous apprendre des félins, Des félins. Alors, c'est très têtu. C'est très... Bon, je pense qu'on prend un chat, puis tu le mets en plus gros. En plus grand, et puis voilà, quoi. C'est têtu, ça en fait. Non, alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était vraiment l'être humain au service de l'animal. D'accord. Ouais. Donc, c'était des animaux qui avaient été, pour la plupart du temps, recueillis, soit de cirque, ou alors que les gens, ils achetaient au marché noir, parce que c'est chou, un petit puma au marché noir, et qui se retrouve avec un énorme puma à la maison qui détruit tout. Donc, c'est des animaux qui ne pouvaient plus être mis en liberté. Mais l'idée, c'était vraiment de leur offrir la meilleure vie possible. Donc c'est-à-dire qu'on les sortait. Tous étaient en cage, parce que on ne pouvait pas les laisser naviguer tout seuls. Parce qu'après, ils se rapprochaient. Le problème, c'est qu'ils se rapprochaient trop proches, en fait, des villages. Et que, ils se nourrissaient de ce qu'ils trouvaient. Donc, ça veut dire les moutons, etc. Donc, ils étaient en cage, mais on les sortait, pour la plupart, on les sortait en laisse, en fait. Oui, c'est vraiment un gros chat, quoi. On laisse. Si ce n'est que le mot d'ordre, c'était faut pas tirer sur la laisse. Donc, ça m'a valu quand même des gros moments de solitude où me retrouver assise au milieu de la jungle. Et puis, je m'occupais surtout d'un oslo qui avait décidé de se coucher et de faire une petite sieste. Et donc, j'étais assise à côté, j'attendais et je me faisais piquer par les moustiques parce que autant dire que les moustiques, c'était des centaines au mètre carré, même plus. Dans la jungle, j'imagine. Ouais, donc, et au bout d'un moment, ils se posent sur toi, puis ils te piquent, quoi. Je veux dire, à travers les habits, je pouvais rien faire. Donc, par contre, c'était ça. Nourrissez-vous. Je pense que j'avais pris une photo à la fin du mois de mes mains. On aurait dit que j'avais eu une maladie, en fait, tellement que j'étais piquée, quoi. Et c'est vrai que je me rappelle, au bout du 3e jour, j'ai dit non, mais je m'en vais, j'en peux plus. Je m'étais fait piquer sur les yeux. Donc, du coup, j'avais de la peine à ouvrir les yeux. C'était vraiment horrible, quoi. C'était vraiment horrible, quoi. Donc, ça m'a appris la patience aussi, je pense. Également. Et puis, également à découvrir aussi une autre manière de vivre, parce que, alors nous, on était des volontaires, mais il y avait, sur place, dans ce campement, dans ce refuge, il y avait quand même des vétérinaires qui étaient là tous les jours et qui, presque pas le don de soi, mais vraiment cette vocation, en fait. J'ai trouvé ça aussi assez admirable, quoi. Et donc, tu passes 1 mois dans la jungle avec des félins et ensuite, tu continues à te balader. Tu restes principalement en Amérique du Sud? Alors,
ou Amérique du Sud. Lorsqu'on arrive au Équateur, on est plutôt déjà plus l'Amérique, presque Amérique centrale. Non, après, je finis au Costa Rica, donc l'Amérique centrale, mais non, mais je suis restée vraiment sur ce continent-là. Ok. Et est-ce que, au-delà de félins, il y a des rencontres humaines que tu as faites et qui te restent à l'esprit? J'ai fait beaucoup de rencontres. Alors après, c'était souvent des rencontres peut-être éphémères, puisque je naviguais et puis j'étais dans des hostels, les backpackers, comme ça. Donc, je faisais beaucoup de rencontres. J'ai voyagé avec une fille pendant presque 2 mois, à un moment donné. Ouais, une Hollandaise. Sur 6, c'est pas mal. Hein, oui, c'est pas mal. En fait, je l'ai rencontrée dans la jungle, justement, ou juste avant. Je l'ai rencontrée dans la jungle. Elle était là, voilà, assise. Dans le refuge. À côté d'un gros chat, en train aussi de se faire manger par les moustiques. Enfin bref, on a voyagé pas mal de temps ensemble. Donc ça, c'était une belle rencontre. Sinon, à côté de ça, des gens locaux, j'ai pu en rencontrer, mais moins, parce que c'est vrai que j'étais plutôt... je voyageais. Après, je parle espagnol, donc j'ai la chance de pouvoir facilement communiquer. Ça te permet de créer des connexions facilement. Voilà, donc quand j'étais en Argentine, à un moment donné, j'ai connu des gens justement sur place, et puis ce qui m'a valu de participer à une partie de paintball avec eux. Je me suis retrouvée avec plein de bleus. Ça changeait des piqûres de moustiques. Ah oui, exactement. Après, il y a un épisode qui m'a beaucoup marqué. Je me suis retrouvée en fait au milieu d'une grève. Je voyageais beaucoup uniquement en bus, hein, donc j'ai passé des heures et des heures, des nuits entières dans les bus. Et je crois que j'étais au Pérou, ou je passais de la Bolivie au Pérou, je me rappelle plus exactement. Je crois que c'était entre les 2 pays. Et le bus part, et je crois que c'était 3h du matin, et tout d'un coup, le bus s'arrête au milieu de nulle part. Donc, la plupart des gens dormaient. Donc, à 6h du matin, je me lève et on voit que, en fait, sur la route, il y a un monticule de pierres. Et on apprend que toute une partie du pays avait décidé de faire grève et avait bloqué les routes, en fait. Ah oui, ils avaient pris des pierres, ils avaient mis oui, sur les et routes. Les villageois. Okay. Donc, il y avait un village qui était pas très loin et puis ils avaient bloqué toutes les routes. Donc, au début, ça a un côté un peu folklorique. On se dit, c'est sympa et tout. Et puis, les heures passent. Et puis, on se rend compte que on va pas bouger. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que à ce moment-là, je crois que j'étais à 3500 mètres d'altitude. Il y a des gens qui ont décidé de partir à pied. Moi, j'ai dit, mais si je pars à pied, moi, je suis nulle part. Et à 3700 mètres d'altitude, même en été, quand le soleil se couche, il commence à faire froid. Et à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que je fais, quoi? J'ai commencé en fait, à essayer de parler avec les gens et à comprendre pourquoi, en fait, ils étaient en train de faire ce mouvement, en fait. Et je me rappelle encore parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était les femmes qui tenaient vraiment le stop, là, ce campement, ce tas de pierres. Voilà, exactement. Puis les hommes, ils étaient en train de boire à côté, quoi. Hein. Alors, je suis pas une féministe ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'avais plutôt l'impression que c'était les femmes qui tenaient le mouvement, on va dire. D'accord. Et j'ai commencé à vouloir discuter avec elles. Au départ, on voyait qu'il y avait une réticence, hein, parce que forcément, je suis une étrangère. Et après, en fait, c'était vraiment... Ils ne voulaient pas m'expliquer, puis se dire, mais tu vas pas comprendre. Et à un moment donné, et je pense que c'était dû à ma jeunesse, ça m'a un petit peu énervée. Qu'on me dise, mais non, mais tu vas pas comprendre. Et pour moi, c'était, mais en fait, vous savez pas pourquoi vous êtes là, quoi, en fait. Et c'était très arrogant de ma part, hein, j'en suis totalement conscient. Et à un moment donné, je me suis dit, non, mais il y en a marre, là, il faut qu'on puisse passer. Et j'ai commencé à prendre les pierres. Chose que j'aurais pas dû tout faire, puisque là, tout d'un coup, il y a eu un mouvement de foule qui s'est venu autour de moi, parce que, non, faut pas toucher. Enfin, et ceux qui faisaient la grève, le mouvement là en question. Et en même temps, en fait, il y avait des gens qui étaient dans le bus avec moi, qui étaient des locaux également, hein, parce que il y avait pas que des étrangers, et qui sont venus prendre ma défense, quoi. Ouais. Donc, je me suis retrouvée un petit peu au milieu. Je pense que c'était pas très malin de ma part à l'époque. Mais c'est la fougue de la jeunesse. Voilà. Je trouve marrant parce que si on fait une petite parenthèse sur ton chemin, je trouve que cette histoire, elle est très représentative de ce qu'on peut vivre, toi et moi, au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont posés à un endroit, ils sont pas contents. Et toi, tu débarques, une étrangère, qui va commencer à les questionner, tu vois. Si ce n'est, encore là, tu les questionnes, mais il y en a, ils arrivent avec leurs gros sabots, ils vont dire non, les pierres, c'est pas comme ça qu'on fait. Ils vont commencer à toucher les pierres, tu vois. Le truc qui peut-être sécurisait ces gens, d'une certaine manière, par rapport à leur combat. Et forcément, tu touches une pierre, qu'est-ce qui se passe? Révolte. Oui. Et tu te fais éjecter du système. Et bien évidemment, tu as des gens qui t'ont mandaté pour y aller, donc du coup, ils vont te soutenir. Mais toi, tu es quand même pris entre deux feux, quoi.
C'est vraiment l'image que j'ai vue de ton histoire, hein, du coup, qui est dans un contexte un peu différent. Mais je trouve que c'est vraiment exactement ce que l'on vit beaucoup au quotidien. C'est vrai que vu comme ça, et si je vois, c'est pourquoi ça s'est mal passé, c'est parce que justement à l'époque, ma jeunesse, mon arrogance ont fait que j'ai pas su appréhender la situation d'une meilleure manière en fait, et qu'aujourd'hui, clairement, j'agirais pas comme ça, on va dire. Mais tu vois, je pense que le terme arrogance c'est intéressant parce que je pense que même en ne le sachant pas, il y a peut-être une petite touche d'arrogance même dans notre métier à croire qu'on sait mieux que les gens de toute façon ce qu'ils devraient faire. Oui et non. En fait, des fois, je sais pas si c'est de l'arrogance ou de l'ego, certaines fois. Ouais. Et d'autres fois, c'est l'impression que c'est que ce que les gens, ils attendent aussi. Okay. Je vois au quotidien, des fois, de vouloir, surtout selon les demandes, notre posture va évoluer. Et certaines fois, je vois en fait les gens qui sont en attente qu'on vienne avec une expertise, en fait. Oui, effectivement. Et des fois, en fait, c'est presque... Je veux pas dire mal à l'aise, c'est pas du tout ça le terme, mais c'est de se dire mais moi j'ai pas forcément envie de te donner mon expertise. J'ai envie que toi tu découvres en fait et que tu puisses travailler sur ce que toi dont tu as besoin. Mais il y a cette attente et des fois vraiment les gens ils sont pas des fois prêts en fait à entendre que c'est pas nous qui allons leur amener l'expertise. Ouais, je pense que là du coup c'est un cas encore différent, c'est que les personnes ont déjà une sensibilité à ce que toi tu pourrais leur amener. Peut-être. Parce que du coup dans le cas que tu décrivais, c'est les gens ils sont là. Oui. Et toi, tu arrives. Oui, et moi, j'arrive avec mes gros sabots. Ouais. Ah ouais, non, tout à fait. Tu vas prendre des pierres. Oui. Là, le point que je décris, c'est plutôt les gens qui sont en attente, en fait. Ouais, tandis que là, ce que tu dis, c'est quand on arrive certaines fois où on va nous mandater pour une intervention et puis qu'on arrive, on dit voilà, on va faire ça comme ça aujourd'hui. Les gens, ils n'ont rien demandé. Non, ils n'ont rien demandé. Donc, aujourd'hui, j'ai pas cette approche-là, heureusement. Ouais, tant mieux. Mais je te rejoins, en tout cas, sur l'autre contexte que tu décris, effectivement. Comment est-ce que tu différencies la demande du besoin et quelle est toi la posture et quelle intervention tu veux faire? C'est finalement une contractualisation à travailler. Hein. Ouais, non, tout à fait. Super, je referme cette parenthèse que je trouvais intéressant parce que moi, du coup, j'ai commencé à imaginer la scène. Donc, je me suis dit, tiens, je trouve ça très marrant. Et pour justement fermer cette histoire autour de ton petit voyage, enfin petit, c'est relatif, 6 mois quand même, c'est quand même pas rien. Tu disais que tu en avais quand même beaucoup appris sur toi. Donc, tu as parlé de confiance, tu as parlé de patience. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as appris sur toi de cette période-là et qui sont toujours importantes pour toi aujourd'hui? Bon, que je suis sociable, ça, je pense que je le savais déjà, mais clairement, ça m'a beaucoup aidé. T'as toujours été? Oui, je pense que j'ai toujours été sociable. Enfin, j'ai toujours beaucoup aimé, pas seulement être entourée, mais vraiment discuter, tous ces aspects de communication. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai voulu me diriger dans les ressources humaines. Enfin, selon moi, c'est bien d'être sociable quand même. Qu'est-ce que ça m'a appris d'autre? Je pense d'une certaine manière aussi le courage, parce de se retrouver dans des situations où des fois on est seul et puis on peut que compter sur soi. Également la persévérance, puisque il y a des fois où c'était pas facile. Je devais vraiment, comme je l'ai dit, me débrouiller seule, mais c'est pas seulement ça, c'est que ça se passait pas toujours comme je le souhaitais parce que des fois comme je disais j'avais mon Lonely Planet et puis j'allais dans un premier backpacker, il y a pas de place, j'allais dans un deuxième, il y a pas de place, j'allais dans un troisième et puis faut persévérer quoi. Sinon également l'adaptation aussi, il y a eu des moments où j'ai pas pu faire ce que je voulais parce que il y avait plus de bus en fait. Parce qu'il n'y avait plus de place dans les bus. Donc surtout s'arrêter là sur la route à 3500 mètres. C'était qu'il n'y avait plus de place parce que tout était complet. Donc je me suis adaptée. Donc j'ai beaucoup changé au fur et à mesure en fait mon trajet. Aussi parce que par rapport à l'écoute aussi, parce que j'écoutais beaucoup ce que les gens me disaient. Donc ça m'a permis aussi de faire un chemin que j'aurais peut-être pas fait. Bon, c'est vrai que quand je suis partie, je savais à peu près où je voulais aller, mais je savais pas combien de temps j'allais rester où, etc. Ouais. Donc tu as finalement construit ta voie au fur et à mesure, avec les opportunités en regardant autour de toi. Exactement. Super. Et donc tu reviens. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? J'arrive c'était en 2008, donc au moment de la crise, en l'occurrence. C'est bien ça. J'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé un emploi assez rapidement. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment au début de la crise. Je rentre dans les ressources humaines. Alors, j'ai quelques petits emplois temporaires. Et ensuite, je trouve un emploi chez Philip Morris, en l'occurrence, le cigarettier. Et là, je suis dans la formation, en fait. Donc, dans le domaine de la formation.
où je rejoins un département qualité à l'époque. Et c'était vraiment... j'étais dans le département recherche et développement, pour être honnête. Philippe Maurice à l'époque. Et puis, il voulait quelqu'un qui puisse gérer administrativement les formations et donner peut-être quelques formations sur des outils internes. Donc voilà, c'est comme ça que je suis revenue dans le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, exactement. Et donc, tu restes combien de temps ? Je reste 2 ans. Ouais. Et au bout de 2 ans, la situation était pas instable. Donc, un de mes collègues me dit, si j'étais toi, je chercherais ailleurs. Ah, ok. Mais c'est pas venu de toi. C'était pas forcément venu de moi, parce que j'avais un contrat temporaire indéterminé. Un contrat temporaire indéterminé, d'accord. Non, j'étais une consultante. Enfin, j'avais un contrat de consultante. Ok. Donc, on sait très bien que généralement, les premiers à partir sont les consultants. Bah oui. Donc, à ce moment-là, on m'a conseillé de chercher ailleurs. Et c'est là que je postule chez Swissquote. Et en réalité, c'est drôle parce qu'en fait, j'avais postulé chez Swissquote 2 ans avant. Ah. Et j'avais déjà vu la directrice. J'étais dans les derniers candidats. Et j'avais pas été prise. Et 2 ans après, en fait, j'ai été prise pour le poste que j'avais pas eu les 2 ans avant. Mais du coup, ils avaient mis quelqu'un à la place ? Ah, quelqu'un à la place qui était parti. Ah ouais. Qui était resté 2 ans. Et que du coup, j'ai repostulé pour le même poste, quoi. Et qu'est-ce qui a fait la différence entre la fois d'avant et cette fois-là ? Je crois que j'étais vraiment dans les derniers. Donc, du coup, que j'ai repostulé, voilà, ils étaient contents. Qui restent, voilà. Bon, on l'a déjà vu, elle posait plein de questions. Et bon... je pense que j'avais été convaincante et que du coup, ils se sont dit, cette fois, on va la prendre elle, quoi. Effectivement, au moins, ils te connaissent déjà. Tu peux passer plus vite les étapes. Oui, non, après, ce qui a fait la différence, justement, c'est qu'ils voulaient aussi quelqu'un qui ait une casquette. Alors, c'était pour du recrutement. Pas uniquement, c'était un peu tout, du HRBP, business partner, mais surtout recrutement. Et puis surtout, ils avaient trouvé intéressant que j'avais une casquette formation, parce qu'ils voulaient mettre en place la formation sur Swissquote. Ok. Donc là, tu arrives à Swissquote. Oui. RH. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que là, après, tu passes les 15 ans, c'est ça ? Les 13 ans. Les 13 ans. Alors, durant les 13 ans, comme je disais, j'ai été beaucoup... Au début, c'était très recrutement. Ouais. Après, je faisais de moins en moins de recrutement et je faisais beaucoup d'accompagnement, du HR business partnering. Après, enfin, j'ai pu rentrer vraiment sur le côté formation. Ça a pris du temps parce qu'on a beaucoup grandi, donc il y avait beaucoup de recrutement. Donc, j'ai mis en place tout le pôle formation. C'est drôle comme j'ai insisté sur tout le pôle formation. Non, mais il n'y avait rien en fait. Et encore, les gens n'ont pas vu la gestuelle que tu avais avec. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit sursaut d'ego là. Oui. Bref, donc j'ai mis en place cette partie formation. Ouais. Et donc, j'ai créé un programme aussi d'onboarding. J'ai créé un programme aussi pour les managers. Donc, formation axée quoi ? Parce que dans la boîte d'avant, c'était plutôt outils, c'est ça, tu disais ? C'était outils, c'était formation qualité. Et là, c'était tout type. Alors, je m'occupais autant de l'aspect administratif des formations, quand il y avait des collaborateurs qui avaient des demandes, autant de l'aspect budgétaire, autant de, justement, avec les directeurs, de voir en fait quel type de formation ils veulent mettre en place. Donc, regarder avec des prestataires externes aussi. Oui, d'accord, c'est ça que j'avais en tête. C'est, du coup, tu créais pas forcément les formations, mais par contre, tu allais les sourcer. Alors, j'ai créé aussi. Ok. J'ai créé, c'est moi qui donnais le programme, une partie du onboarding, par exemple. C'est moi qui donnais une grosse partie des formations pour les nouveaux managers également. Okay. Parce que je me suis formée moi-même, je suis devenue formatrice d'adultes aussi pendant ce temps-là. Donc voilà, je suis restée pas mal d'années dans ce côté formation. Après, il y a eu tout. À la formation est venu s'ajouter tout ce qui était développement de carrière. Donc, d'avoir aussi un accompagnement avec les gens aussi pour les aider à savoir comment ils veulent évoluer. Ok. Et ça, c'est quelque chose que tu as fait naturellement ou est-ce que tu t'es formé pour ? Est-ce que tu avais une appétence particulière ? Ça, je l'ai fait assez naturellement. Ouais. En fait, c'est venu de deux côtés. C'est que dans mon cadre de formatrice d'adultes, il y avait aussi à un moment donné des aspects de coaching. Alors, c'est pas vraiment du coaching, mais c'était plus d'accompagnement. Ouais. Et l'idée, c'était vraiment juste de comprendre aussi les gens, de ce qu'ils souhaitaient, mais aussi de pouvoir en fait leur expliquer comment était le marché suisse, parce qu'on a beaucoup d'étrangers. En termes de formation, qu'est-ce qui existe, en fait ? Donc ça, je leur amenais aussi de l'information par rapport à ça. Et également, en fait, la partie développement de carrière, c'est aussi fait par la partie organisationnelle, c'est-à-dire que j'ai travaillé main dans la main, justement, avec les développeurs pour créer, en fait, un career track pour les gens techniques. Parce qu'il y avait cette croyance à l'époque, c'est de dire la seule manière d'évoluer, c'est d'aller dans le management. Oui, comme encore beaucoup de boîtes, ouais. Et j'ai beaucoup travaillé avec eux, et c'est là qu'en fait j'ai découvert l'agilité. Ah. J'avais recruté beaucoup de développeurs, en fait je m'étais spécialisée à un moment donné dans le recrutement des développeurs, donc j'en ai recruté beaucoup. Et donc l'agilité, j'entendais parler, mais pas plus que ça. Et puis en fait, lorsqu'on a fait ce projet qui a duré quand même 8 mois,
on a décidé à l'époque, alors c'était pas le CTO, hein, mais justement il était directeur, de le faire en mode agile. Ok. C'est quoi que tu voulais faire en mode agile? Le projet de mettre en place le nouveau Career Track, okay. Career Track pour les techs, quoi, ouais, en okay. fait. Et donc, on a créé des groupes de travail, on faisait des itérations Je crois qu'à l'époque, à un moment donné, c'était presque toutes les semaines. Et je faisais des démos, justement, au management. Voilà. Donc, on a avancé comme ça. Il y a eu pas mal de surveys, donc c'était beaucoup. Alors, moi, j'étais très novice dans l'agilité. Moi, ce qui m'a plu, c'était ce côté itératif, ce côté co-création, ce côté collaboration, feedback. Et puis, ce que j'avais toujours reproché au RH, c'est de faire les choses de manière secrète, entre guillemets. Ouais, un peu la tour d'ivoire. Et puis, la tour d'ivoire, alors des fois, c'est vrai qu'on n'a pas le choix, parce que on a des contraintes aussi légales, ou même simplement parce que on ne peut pas divulguer certaines choses. Et c'est vrai que malheureusement, et encore aujourd'hui, je trouve ça dessert les RH, parce qu'en fait, il y a un manque de transparence et que la plupart du temps, on va dire, elles payent les salaires, elles font le recrutement, alors qu'il y a énormément de choses qu'on fait derrière. Mais bien évidemment, personne ne sait qu'on va aller gérer un conflit à gauche ou à droite. Personne ne sait qu'on est en train d'accompagner un manager parce que ça se passe mal dans son équipe. Et ça, c'est pas des choses qui se divulguent. Oui, tout à fait. Donc, et donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais par contre, typiquement, il y avait des projets que je disais, non mais ça, il n'y a pas besoin de garder secret. Il faut le faire en fait avec les gens, parce qu'aujourd'hui, nous, on a notre perspective RH, mais c'est pas forcément la bonne, quoi. Donc, bien évidemment, il faut que ça réponde à nos besoins RH, mais il faut que ça réponde surtout aux besoins des gens, parce que nos clients, c'est qui? C'est les collaborateurs. Ouais. Et c'est toujours ce qui m'avait toujours aussi un peu surprise, ou disons que je trouvais dommage, c'est que on met en place de la gestion de projet dans les départements, lorsqu'il s'agit de projets, de produits, etc. Il y a une espèce de machine de guerre autour. Au RH, on fait des projets qui touchent 1000 personnes, mais il n'y a pas de machine de guerre autour. Enfin, je veux dire, qui nous épaule. Enfin, et souvent, les RH sont complètement démunis quand il s'agit de gérer des projets. Ouais, même pas outillés, ni rien. On n'apprend pas ça. Donc, du coup, j'ai beaucoup travaillé sur ce développement de Career Track et en mode agile. Et en fait, après ça, j'ai dit, mais j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'aller plus loin parce que j'ai envie aussi de pouvoir amener... Alors, l'agilité, c'est pas que des outils de gestion de projet, mais il y a quand même... Il y a cet aspect-là. Il y a cet aspect-là, ouais. Et qui est important. Et puis, de se dire, au RH, aujourd'hui, on est quand même à la base au service des autres. Il faut le faire jusqu'au bout, quoi. Et pas comme faire les choses de notre côté, quoi. Après, il y a eu le Covid, en l'occurrence. Et là, ça a ouvert la porte aussi de dire, OK, moi, j'ai envie de me former. Et j'ai fait une formation de HR Agile Practitioner. C'était quelque chose qui était donné à Londres. Ouais, OK. Alors, finalement, c'était pas à Londres, vu qu'il y a eu le Covid. Mais c'était intéressant parce que c'était la première volée qui se faisait en ligne. Et ils avaient complètement changé le modèle. Au lieu de faire 2 journées de formation, ou 3 ou 4, je sais plus, 4 journées, ça s'est fait sur 1 mois. Et donc, du coup, en fait, toutes les semaines, ils faisaient des itérations, etc. Donc, ils ont adapté aussi la manière de faire les formations. C'était quoi? C'était pas Agile People? Non, je crois pas. C'est Agile HR Community. Ok, donc c'est encore autre chose. Ouais, c'est intéressant. Agile et HR Community. Ok. Donc, tu te formes un peu à... Voilà, c'était vraiment 1 mois, mais c'était super intensif. Et ça m'a permis aussi de voir comment... Parce qu'à un moment donné, je voyais l'agilité, ses pratiques, etc. Je voyais les RH, puis je savais pas comment, en fait, ramener l'agilité dans le monde RH. À ce moment-là, pour moi, c'était pas clair. Ouais, c'est intéressant. Et donc, du coup, en faisant cette formation, ça m'a donné des clés. Mais par contre, j'ai dit, non, mais c'est pas assez. Il faut que je continue. Ah, donc, c'est marrant, c'est-à-dire que ça a quand même créé une certaine étincelle chez toi. Oui, clairement. Parce que de ce que j'entends dans le passé, tu vois, quand tu parlais d'économie, tu parles ensuite de marketing, c'est des idées qui ont popé comme ça, mais je sens pas l'étincelle que tu es en train de me décrire là où il faut que j'en sache plus, tu vois. Le truc, je viens d'attraper quelque chose, je sens qu'il y a du potentiel, mais voilà, je suis en train de tirer la corde là. Exactement. Non, c'était vraiment ça. Je découvrais quelque chose et je voulais aller un peu plus loin. Donc là, j'ai été un peu plus loin. J'ai fait un CAS, de Project Management Agile. CAS, c'est un Certificate of Advanced Study. Ok. C'est un type de diplôme, en fait, de formation qui est offert. Et j'ai fait gestion de project management agile. Alors, c'était important pour moi aussi, à un moment donné, je voulais avoir aussi la gestion de projet traditionnelle. J'avais besoin, en fait, je pouvais pas venir uniquement dire, OK, on va faire de la gestion de projet en mode agile. Il fallait que je comprenne aussi le traditionnel pour me confronter et me dire, OK, aujourd'hui, est-ce que au RH, on est prêt ou pas? Et puis, si on est prêt, peut-être que au départ, ça va être l'hybride, quoi. Parce que l'idée, c'est pas non plus de tout changer. Et puis déjà d'amener aussi quelques bases de gestion de projet pur et dur. Je pense que c'était important pour moi. Donc, je me suis formée.
Et là, après, on m'a confié un projet qui était de mettre en place un nouveau SIRH. Au début, j'étais juste change manager pour le projet. Puis après, j'ai eu le lead sur certains modules. Et j'ai vraiment poussé dès le départ pour qu'on essaye de le faire de manière le plus agile possible. Donc toi, tu as construit ton expérience à ce moment-là. Oui, c'est vraiment là, j'ai construit mon expérience. Et puis vraiment, avec toujours se dire, OK, alors, le côté itératif, c'était très compliqué parce qu'en fait, c'est des mastodons, c'est SIRH. Ils viennent avec des boîtes qui intègrent, qui sont en mode purement waterfall la plupart du temps. Donc, c'était d'amener un peu d'agilité, en fait, finalement, dans cette gestion de projet très traditionnelle avec beaucoup de change management. Parce que pour moi, aujourd'hui, quand je parle d'agilité, c'est du change. Enfin, c'est du change management. Pour moi, l'un va pas sans l'autre, en fait. C'est pour ça que tu es en face de moi. Hein. Oui. Également. Et c'est vrai que pour moi, l'aspect agilité est souvent, quand on dit l'agilité, le change, mais je dis, mais pour moi, l'un et l'autre, c'est la même chose. Enfin, ça va l'un avec l'autre parce que quand on parle agilité, la manière dont on itère, la co-construction, cette collaboration. Mais même si on va sur les aspects un peu plus purs et durs qui vont être des métriques, de la priorisation, etc. Mais si on voit le change management, ça s'inscrit là-dedans en fait. Aujourd'hui, le change management, c'est aussi de la co-construction, c'est aussi de la collaboration. Ça passe par la communication, justement par le feedback, par l'itération. Donc l'un va pas sans l'autre pour moi. Je te rejoins sur ça parce que c'est intéressant de voir quel est le sens qu'on donne au terme. Et effectivement, beaucoup de gens donnent au terme agile une dimension de technicité, c'est-à-dire avec toutes les pratiques qui viennent derrière, que l'on peut connaître et qui nous sont très utiles au quotidien, parce que du coup, c'est ce qui est la réalité des gens qui sont dans les équipes. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à regarder le terme agile comme étant une compétence et une capacité. Capacité d'agilité, donc typiquement, quand tu étais dans la jungle, tu vois, c'est comment est-ce que je réussis de sauter de branche en branche. Et donc, si c'est une capacité, c'est bien une capacité à changer. Oui. Et donc, de trouver les opportunités, de réussir à trouver la branche, en espérant que tu sautes pas sur une branche qui soit cassée, quoi, tu vois. Mais pour moi, c'est la dimension de capacité fait la différence dans la manière dont tu appréhendes le sujet. Et donc, c'est beaucoup plus facilement aussi contextualisable dans d'autres domaines quand tu le vois sous cet angle-là. Tout à fait. Ce que je trouve intéressant, parce que du coup, souvent, les personnes n'arrivent pas à faire de la contextualisation, mais tu vois, c'était ton cas quand tu as appris au début, parce que, en fait, on l'a vu dans un contexte particulier et on n'arrive pas, des fois, à prendre le recul sur ça. Donc, moi, c'est effectivement là où je te rejoins sur la partie change, c'est que l'agilité que l'on cherche à avoir, agilité d'esprit, mais au final de corps également, c'est ce qui nous permet de pouvoir trouver la meilleure opportunité alors que les solutions ne sont pas apparentes. Oui, en effet. Je pense que ce côté au-delà des outils, en fait, c'est surtout ça. Oui, c'est ça. Et au-delà des pratiques, oui, tout à fait. Et c'est ce qui change souvent la donne dans l'appropriation des équipes, parce que du coup, sinon, elles s'approprient des pratiques. Et souvent, quand on en reste là, ça peut s'étouffer dans l'œuf ou c'est pas pérenne. Parce que du coup, moi, j'ai vu beaucoup d'équipes où quelqu'un était passé avant moi. Il s'avère que je suis rarement le premier. Et en fait, les pratiques ont été mises en œuvre pour le coach. Donc ça, tu as dû le voir aussi. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que du coup, moi qui suis un éternel paresseux, ou si je puis dire, qui recherche à avoir le minimum d'efforts pour le maximum d'impact, ça, c'est quelque chose qui me touche très fort. Parce que du coup, ils font des trucs qui leur servent à rien, quoi. Ça, moi, ça me touche profondément. Oui, que ça ait un sens, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'arrive pas à faire ça dans ma vie de tous les jours. Et donc, quand je vois ça sur le terrain, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de souffrance derrière qui me touche. Donc, tu lances ce projet-là. De ce que je comprends, tu rentres sous la casquette RH, tu fais des modules de formation, tu commences à être titillé par ce sujet parce qu'il commence à naviguer, tu vas plus loin en montant ton propre projet, donc comme ça tu construis ta propre expérience et tout ça à l'intérieur de Swissquote. Tout à fait. Et quand est-ce que tu bascules du côté alors obscur côté ou je sais pas, mais voilà, quand est-ce que tu fais la bascule? En fait, à un moment donné, j'ai eu l'envie de sortir des mondes RH. Ouais. Donc j'avais envie de voir autre chose. Et ce qui me titillait, c'était d'aller dans du change management, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et donc, en fait, ça s'est fait vraiment par hasard, au détour d'une conversation. Et je discutais avec le CTO, parce que je le connais depuis très très longtemps maintenant, avant même qu'il soit CTO, puis on a travaillé beaucoup ensemble. Puis je lui expose le fait que j'ai envie de quitter les RH. Que
le change management, ça m'intéresse. Puis il me dit, mais qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, mais j'ai envie d'accompagner des équipes, à les aider à mieux collaborer. Parce que, in fine, au RH, c'était aussi ça qui m'animait, en fait. C'était d'accompagner et d'aider justement les gens à mieux collaborer. Mais en même temps, l'entreprise est tellement grande, on n'est pas 150 non plus au niveau RH non plus. Et finalement, c'était une petite partie de mon temps uniquement. Et il me dit, mais pourquoi tu ne rejoindrais pas l'équipe méthodologie? Elle s'appelle méthodologie. Mais je dis, mais attends, mais j'ai pas un background tech, moi. Puis il me dit, mais au contraire, ce serait super parce que justement, t'amènerais une autre perspective, quoi. Et c'est là que finalement, je fais la bascule et qui me propose en fait de devenir... Alors, même à l'époque, en fait, cette équipe était toute nouvelle, ils s'appelaient même pas encore des coachs agiles. Et ils étaient en train de la créer et c'est là que je bascule et puis que je dis, qu'est-ce qu'on est? On est des coachs agiles. Donc, c'est comme ça que j'ai basculé. Au départ, je pense que là, mon syndrome de l'imposteur avait alerte rouge, puisque j'avais pas l'impression d'avoir cette légitimité parce que, si on revient justement, quand tu parlais de cette contextualisation, quand on voit l'agilité dans le monde tech, c'est du Scrum, c'est du Kanban, c'est du Jira, c'est très technique. Voilà, ce côté très technique. Je me dis, mais ça, j'ai pas du tout, quoi. Enfin, moi, et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais déjà au RH, c'était la difficulté. Je pouvais pas transposer ça au monde RH, donc je l'avais transposé différemment. Mais je pensais que côté tech, il y avait une attente que moi, je sois, en fait, aussi, que je devienne une experte Jira, que je devienne une experte Scrum, Kanban. Alors, malgré tout, aujourd'hui, oui, je suis certifiée quand même Scrum, je connais. Félicitations. Mais, merci. Mais disons que c'était pas cet aspect-là que moi, je pouvais amener, en fait. Ouais. C'était vraiment plus le côté humain. Tout à fait. Et au fur et à mesure, en fait, je vois que j'ai réussi à faire ma place et je vois que en fait, c'est ça ma plus-value. Alors clairement, aujourd'hui, quand je vais intervenir dans des équipes, c'est tous des aspects aussi. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, comment est-ce que vous faites vos rétros ou les revues? Mais c'est qu'une démo, peut-être qu'il faut aller un peu plus loin. Enfin, ça, je vais avoir aussi peut-être amené un aspect d'expertise peut-être là-dessus, mais c'est pas là que va résider, je pense, vraiment ma force. Là, dernièrement, je travaille sur des formations de psychological safety, de team development, et ça, c'est vraiment, je pense que aussi ce que je vais pouvoir amener comme différence, quoi. Donc de sécurité psychologique, si j'en ajoute juste un sous-titre supplémentaire. Pardon. Oui, sécurité psychologique. J'ai 2 questions pour toi qui émergent. Je vais essayer de me souvenir de la deuxième, je devrais poser la première. La première, c'est, je reviens juste sur la conversation que tu as eue avec ton futur CTO. C'était déjà CTO à ce moment. Ah, à cette époque-là, oui, il était déjà CTO. Oui, il était déjà CTO. Je trouve que la question qu'il t'a posée est une question qu'on se pose assez rarement et qui est en fait extrêmement puissante. Oui. C'est-à-dire que cette question de qu'est-ce que je veux, elle est formidable et pourtant, il y a un timing pour la poser. C'est-à-dire que des fois, tu poses la question qu'est-ce que tu veux, les gens, ils sont pas à même de te répondre. Non. Et je pense que pour le coup, il te l'a posé au bon moment parce que du coup, tu étais dans une période de doute, d'envie. Il y avait quelque chose en fait qui faisait que là où tu étais, c'était plus satisfaisant. Oui. Il y avait quelque chose d'autre que tu voulais. Et des fois, de se poser la question ou qu'on te pose la question. C'est aussi pour ça que l'intérêt du coaching, d'avoir quelqu'un avec toi, c'est que c'est pas pareil quand tu te poses toi-même la question ou qu'on te pose la question. Non, tout à fait. Parce que sur le moment, parce que je me rappelle très bien, ça m'a surpris. Ouais. Je m'y attendais pas. Puis il me dit oui, parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, mais je t'ai jamais demandé ce que tu voulais faire. J'avais trouvé génial, parce que vraiment, c'était au bon moment. Après, c'est vrai que j'avais envie d'aller dans ce côté agilité, mais j'ai jamais pensé que je pourrais, en fait, pour être honnête. Ouais. Pour moi, c'est pour ça que je me suis dit, je vais peut-être du côté change management. Et je pensais pas que c'était une porte qui pouvait s'ouvrir pour moi. Et j'ai trouvé génial quand il m'a posé la question et puis finalement, qu'il m'a ouvert la porte, quoi. Ouais. Du coup, ça, c'était la première question que j'avais parce que je voulais remettre ça en avant parce que moi, il s'avère que ce métier, du coaching agile, donc j'ai quand même été pas mal dans le domaine, je le suis toujours d'une certaine manière, mais le terme agile pour moi est plus enfermant qu'autre chose. Mais moi, c'est vrai que j'ai eu cette chance, je dirais, de savoir très vite ce que je voulais faire. C'est-à-dire que moi, dans mon parcours, je savais que c'était le coaching que je voulais faire, par exemple. Et il s'avère que parce que je viens école d'ingénieur, si tu veux, agilité, c'est une manière de faire la passerelle pour capitaliser sur, ce background un peu tech et puis pouvoir accompagner des gens. Donc moi, ça a été un prétexte pour pouvoir faire ça, mais au final, ça a toujours été le truc que j'ai voulu faire. Donc qu'est-ce que je veux, ça a été très clair pour moi. C'est pour ça que je trouve qu'elle est très puissante comme phrase et que, en fait, on se la pose pas assez souvent. Parce que du coup, il y a toujours les normes sociales qui font que, il y a un trajet, il y a un truc comme ça, mais ça, c'est une autre histoire que je te raconterai un de ces jours. Mais qu'est-ce que tu veux, je trouve, a une puissance extraordinaire pour
te refocaliser sur ce qui est important pour toi et de te permettre de faire des pas courageux, comme tu l'évoquais tout à l'heure, qui te permettent de l'atteindre. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect que j'avais. Et ensuite, tu as évoqué le terme d'imposteur, syndrome de l'imposteur. Oui. Et donc tu disais au début, forcément, tu arrives, tu n'as pas du tout le background, Non. encore une fois, parce que je le rappelle, depuis 5 ans, c'était pareil avant. Et du coup, tu en es où à ce sujet ? Est-ce que ça va mieux ? Et auquel cas, qu'est-ce qui a fait que ça va mieux ? Et si tu y es toujours, c'est qu'est-ce qui a changé quand même depuis ? Non, ça va mieux. Ça va mieux. Bon, très bien. Ça, c'est la première chose, ça va mieux. Oui, au début, j'avais pas ce background. En fait, j'étais la première femme non tech dans le monde tech, clairement, aujourd'hui. Ouais. Clairement, les gens beaucoup me connaissaient du côté RH. Ouais. J'avais peur aussi de venir avec cette casquette-là, que les gens me voyaient encore comme cette RH. Après, en fait, je me suis rendu compte que non, ça m'a plutôt servi parce que les gens... Alors, je sais pas si c'est parce que j'avais ce background-là, mais pensaient que j'avais de l'écoute, en tout cas. Ouais. Donc, aujourd'hui, ils venaient me parler assez spontanément, en l'occurrence. Donc ça m'a servi. Et puis, j'ai vu aussi au fur et à mesure, en fait, des accompagnements que j'ai faits. En fait, j'avais une appréhension que je pensais que les techs, l'agilité était innée, en fait, pour eux. Ok, parce que en fait, c'est eux qui t'en avaient parlé au départ. Voilà, et que comme quoi, donc, qui seraient des experts. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas toujours le cas. Donc, j'avais moins d'appréhension. Alors, je dis pas, non, j'ai des collègues qui sont très bien, il y a des équipes qui sont vraiment super. Mais en fait, c'est juste se rendre compte aussi que, au fur et à mesure, les gens, ils ont aussi la tête dans le guidon. Bien sûr que l'agilité, elle est au service de leur travail, de leur quotidien, mais que des fois, on oublie certaines choses ou il y a des raccourcis qui sont pris ou simplement, en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, en venant avec ce regard extérieur, je peux déjà amener quelque chose, en fait. Je te rejoins tout à fait, ça me fait rigoler parce que il y a quelques années, j'ai dû faire un deuil qui était du fait qu'il y avait vraiment une différence, et c'est vraiment ce que je dis aux gens maintenant que j'accompagne, qui sont aussi coachs et qui naviguent, et il y a une différence entre la passion et la transmission. C'est-à-dire que quand on est coach, méthode, tech ou peu importe, il y a un côté passionné de « Ah, ce truc-là, c'est trop bien, c'est une nouvelle méthode, bref, etc. Ça apporte de la collaboration, ça aide les gens, etc. » Tu en es trop content. Mais quand tu l'amènes aux gens, les gens, ils s'en foutent. Tu vois ce que je veux dire ? Nous, on est là pour transmettre quelque chose qui va leur être utile, mais au départ, eux, leur job, c'est de faire ce qu'ils ont à faire. Oui. Tu vois ? Et je sais que moi, ça m'a pas mal aidé déjà à me dire, c'est pas juste des gens qui comprennent rien, etc. Mais c'est de créer une connexion avec eux qui va te permettre de rester utile aux personnes et justement d'être à l'écoute et de pouvoir les aider au mieux. Non, clairement. Et je pense que ce côté justement où on est là un peu... on est là pour les aider, mais en même temps, oui, eux, ils sont dans leur quotidien. Ça, je le vivais déjà au RH, parce qu'on arrive un peu à côté aussi, généralement. Donc ça, j'avais l'habitude, on va dire. Et puis, en fait, ce que j'ai remarqué surtout, c'est que la plupart du temps, s'il y a des problématiques, c'est des problématiques humaines, en fait, Tout à fait. dans une équipe. Et puis que, oui, alors oui, on peut mieux faire des daily, on peut mieux faire les reviews. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout les rétrospectives, parce que c'est là où on voit tous les aspects humains, où c'est là qu'on discute des aspects humains, en l'occurrence, et que je me rends compte que des fois, c'est très superficiel. Oui, tout à fait. Et je me suis dit, en fait, là, je peux vraiment rentrer. Alors, je ne vais pas remettre en cause. Il y a des aspects aussi, oui, on a besoin de métriques, parce que pour avoir de la prédictabilité, pour anticiper, pour pouvoir estimer, etc., pour de la bonne priorisation, et que la priorisation va aider aussi avec la communication avec les stakeholders. Toutes ces choses-là sont extrêmement importantes. Mais des fois, les équipes, si elles dysfonctionnent, c'est des problématiques humaines. C'est vrai que moi, le constat que je fais, là où je te rejoins, c'est qu'on a besoin de sondes, quelles qu'elles soient. Tu vois, donc là, tu parlais de sondes plutôt ce que j'appelle techniques. Oui. Et puis ensuite, il faut avoir des sondes plus intangibles, plus humaines, finalement. Oui. Donc, c'est les deux aspects. C'est vrai que moi, le constat que je fais avec les années, parce que voilà, je vieillis aussi, c'est qu'en fait, quand une équipe fonctionne bien, peu importe ce qu'on leur amène, ça fonctionne. Par contre, l'inverse est tout aussi vrai, c'est que si une équipe ne fonctionne pas, peu importe ce qu'on leur amène, en fait, ça ne marchera pas. Oui. Et du coup, effectivement, c'est pour ça que comme toi, moi j'ai cette tendance à regarder d'abord qu'est-ce qui, interactionnellement parlant, est en train de se jouer, et on travaille d'abord ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours l'illusion, et je trouve que dans le monde tech, c'est très marqué, l'illusion de l'outil magique qui va résoudre les problèmes. Et j'ai vu des contextes où effectivement on a voulu mettre l'outil magique parce qu'on pensait que ça allait résoudre le problème, alors qu'en fait le problème est interactionnel. Et après, soit on veut se voiler la face jusqu'au bout et du coup on continue, soit effectivement ça fait des miracles. Enfin vraiment, je trouve que ça peut changer énormément de choses de voir ça dans cette direction. Et donc du coup,
Donc c'est ça qui t'a fait soit redescendre le syndrome de l'imposteur, soit toi te permettre de prendre en confiance. Est-ce qu'il y a autre chose qui a fait que du coup tu rentres dans un métier qui est connexe, même si tu n'as pas le background complet, mais qu'est-ce qui t'a fait te sentir mieux? Alors, il y a aussi le fait que, avec Edwige, elle m'a lancée aussi dans le monde du public speaking. Et donc Edwige qui est ma responsable, en l'occurrence. Edwige, qui donnait des conférences justement, et puis qui m'a embarquée en fait dans ce monde-là. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tout à fait. Lors d'une conférence. Donc, avec elle, j'ai donné plusieurs conférences. On faisait un peu la promotion de Discipline Agile. Ouais. Qui est cette approche que nous on a chez Swissquote, qui est très justement basée sur le contexte et qui a vraiment un pan sur le côté humain. Mm-hmm. Et donc c'est ça vraiment que moi je mettais aussi en avant durant ces talks. Et ça m'a permis en fait un peu d'asseoir ma légitimité, parce que j'avais l'impression en fait que j'amenais quelque chose aussi, non seulement à l'interne mais qu'à l'externe, c'est quelque chose qui pouvait avoir de la plus-value déjà d'une part. Et des discussions que j'ai pu en fait avoir avec les autres coachs, et de me rendre compte qu'en fait il y a plein de coachs qui ne viennent pas du monde technique en fait au fur et à mesure, et que au contraire c'est une force et que c'est pas justement une faiblesse, ou alors c'est que finalement chaque coach a sa couleur, et que certains vont être des coachs techniques et il en faut, et d'autres qui vont être plutôt justement sur des coachs, je vais pas dire humains, mais plus sur les aspects peut-être intangibles ou de collaboration, et que c'est tout aussi important, et que finalement aujourd'hui j'avais pas besoin non plus d'être tout quoi. Puis t'as pas besoin forcément de ressembler à d'autres. Voilà, exactement. Tu peux créer ton propre style. Exactement. C'est vrai que le problème qui peut émerger, c'est que tout le monde a le même titre. Et vu que tout le monde a le même titre, t'as l'impression qu'il y a un profil particulier. Et vu quand tu vas en conférence, tu essaies de voir qu'est-ce qui est le plus représentatif, et donc du coup après il faut réussir à naviguer dans tout ça. Tout à fait. Mais du coup, la conversation qu'on a eue en off juste avant a dû te parler, alors quand je disais que prendre la parole, c'était ce qui permettait d'asseoir sa propre légitimité, parce que du coup c'est bien ce que tu as vécu, qui est qu'en fait effectivement quand tu prends la parole, c'est intéressant parce que tu es obligé de parler de tes convictions, et donc de te heurter potentiellement à d'autres convictions. Et si tu arrives à avoir un discours où tu réussis à garder ton cap sans forcément le défendre, mais avoir cette conversation où tu peux échanger avec toi ce que tu penses des choses, argumenter et avoir une discussion apprenante, là tu te dis ouais, j'ai cette capacité à pouvoir parler de mon sujet. Et les personnes en face de moi n'ont pas l'air de se dire que je suis une imposture. C'est marrant parce que moi j'ai eu un peu ce aha moment à un moment donné où je me suis dit tiens, genre je suis pas d'accord avec je sais pas, une approche ou un truc comme ça, tu vois. La première fois où je me suis dit ça, je me dis mais putain, je réfléchis en fait. Non mais tu sais le côté c'est con, mais tu sais du genre tu rentres dans un métier, nous c'est le métier, voilà, c'est Scrum ou etc., tu vois. Tu dis il y a pas de questionnement sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. On essaie juste de comprendre c'est quoi ce truc là, qu'est-ce qui est une bonne pratique pour faire ce truc là. Mais en tout cas, personnellement, j'avais pas cette réflexion de me dire, mais moi, est-ce que je pense que Scrum, le framework en lui-même, est-ce que vraiment c'est quelque chose que moi, je valide ou pas? Oui. Au-delà de qui je suis, tu vois, je dis pas que je suis un ayatollah, mais juste moi en tant que personne, est-ce que je valide ce que je suis en train de faire? Et dès que je trouve qu'on développe cette capacité de réflexivité personnelle, je trouve qu'on step up. Parce que du coup, ça nous permet de pouvoir argumenter, de dire, voilà, il y a cet élément-là, voilà les avantages et les inconvénients, selon moi, voilà les autres options que l'on peut avoir. Et du coup, c'est plus facile de créer ton propre style, quoi. Tout à fait. Moi, c'est ça que je ressens, en tout cas. Et du coup, on en est arrivé à aujourd'hui. On en est arrivé aujourd'hui, et puis au fait que aujourd'hui, voilà, comme je te disais, là, j'ai mis en place une formation sur la sécurité psychologique. Ouais. Parce que, comme tu disais, si une équipe, elle dysfonctionne, on peut amener tout ce qu'on veut, ça fonctionnera pas. Et je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, j'ai beaucoup lu. C'est un sujet qui m'a vraiment passionnée. Et puis de me rendre compte que c'était la base. Pour moi, c'est vraiment la base de la sécurité psychologique, que sans ça, les équipes, elles ne peuvent pas fonctionner, quoi. Et là, j'ai commencé à donner cette formation, donc on est 2 à la donner. J'ai embarqué une de mes collègues dessus. Et j'ai eu des retours très, très positifs. Et des retours très, très positifs qui font que, en fait, on me demande de sortir du monde tech, là, maintenant. Parce que c'est vrai que c'est une formation que je donnais principalement au tech. Et là, en fait... j'ai des collègues, je suis intervenue aussi au niveau compliance, par exemple. Il y a les ressources humaines qui me disent « Ah, mais tu veux pas offrir cette formation à tous les managers ?» Donc, voilà. Finalement, peut-être je vais me rapprocher des RH de nouveau. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que d'une certaine manière, quand on commence à se rendre compte que
Bon, je pense qu'il n'y a pas juste le fait de se rendre compte, c'est aussi une appétence de ton côté qui est la même que la mienne, hein, qui est que au final, on préfère travailler avec les gens pour les gens plutôt que la casquette qu'ils ont. C'est-à-dire que, entre guillemets, ça me paraît évident que tu puisses aller en dehors de la tech parce que sécurité psychologique, c'est un collectif et c'est des personnes qui n'arrivent pas à avoir les conversations qu'elles devraient avoir. Et ça, tu l'as de partout. Oui, T'as toujours des gens, sauf si les gens se parlent tout seuls. Et est-ce qu'ils ont la sécurité psychologique ? Est-ce que, c'est bon, j'y réfléchis comme ça à chaud. Est-ce que tu considères qu'on a naturellement, individuellement, une sécurité psychologique personnelle ? Vis-à-vis de soi ? Ouais. C'est pas inné. Parce que finalement, la sécurité psychologique, c'est quoi ? C'est pouvoir se montrer vulnérable. Ouais. Et je pense qu'on n'est pas tous prêts à se montrer vulnérable envers soi-même, déjà. Donc non, ça se travaille et ça fait partie de l'estime de soi, ça fait partie aussi, ça vient avec la confiance en soi, avec l'ego, mais l'ego dans le bon sens du terme, c'est la fierté de ce qu'on fait. Donc non, parce que des fois, quand on dit on se voile la face, pour moi, c'est que finalement, des fois, c'est qu'on n'a pas cette propre sécurité psychologique en nous, quoi. Voilà, je pense qu'on a un sujet de conf. Non, je me posais la question sur le moment, parce que je me dis qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se voir en face, mais qui n'arrivent pas à se voir sous la carapace, du coup. Et effectivement, l'illusion de la vie fait que des fois, tu fonctionnes en mode automatique en ne sachant pas justement ce que tu veux, si on reboucle avec la question initiale. Bon, là, tu me lances sur un autre sujet parce qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup à tous ces aspects d'émotion, de trauma, de système nerveux. Donc là, c'est encore autre chose. C'est encore un autre sujet. C'est encore un autre sujet que je suis en train d'essayer aussi de beaucoup presque me former dessus. J'aimerais bien pour ramener ça aussi dans mes pratiques. Je pense que c'est un truc sans fin, hein, quoi qu'il arrive. Il y a plein de choses qui existent. Et c'est vrai que de mon côté, la focale que j'ai, c'est parce que j'aime bien le 80-20. C'est-à-dire que je trouve que, encore une fois, hein, j'essaie de maximiser les résultats par rapport à l'effort que je vais y fournir. Et c'est vrai que pour moi, la focale que j'ai, personnellement, c'est plus de travailler sur les conversations inconfortables. Ah oui. Ce qui, grosso modo, regroupe tous ces trucs-là. Oui. C'est juste que je rentre pas dans, on va dire, l'aspect soi-disant scientifique des choses. C'est plus comment est-ce que tu vis ce moment inconfortable qui fait que tu n'arrives pas à dire les choses, ou tu n'arrives pas à vivre les choses. Donc il y a une dimension émotionnelle, hein, effectivement, qui rentre à l'intérieur. Le ressenti, ouais. Et effectivement, je trouve que quand tu déclenches ces moments-là, et notre rôle de tierce partie, je trouve, aide beaucoup, parce que ça crée le cadre de sécurité pour créer la conversation. Je trouve que c'est là où on a énormément d'impact. Mais en tout cas, merci pour tous ces partages. Avant de clôturer ton histoire, là où elle en est, hein, parce que bien sûr, elle va continuer, hein, qu'est-ce que tu retiens de tout ce parcours ? C'est-à-dire, quand je dis tout ce parcours, c'est de toi, ado, qui rêvait d'être dans une salle de marché côté économie, et toi, aujourd'hui. Je vais revenir sur finalement aujourd'hui ce qui me passionne, c'est l'humain, cette machine si complexe, et qu'aujourd'hui on essaye d'amener finalement des outils pour faire fonctionner cette machine, mais l'empathie, cette compréhension de l'humain, malheureusement aujourd'hui, on n'a plus le temps, on se donne pas le temps, alors que c'est si important, et que... Tu fais des rimes en plus. Je vais faire un poème. C'est ça. Non, mais que je pense que si je devais aujourd'hui parler à moi d'à l'époque, ce serait de dire c'est de prendre le temps de comprendre les gens et de leur amener ce dont ils ont besoin et pas ce dont on croit qu'ils ont besoin. Ouais, super. Je me permets de rajouter un élément, en tout cas, c'est ce que moi je garde de ton parcours. Donc tu vas me dire si ça résonne ou pas. D'accord. C'est qu'en fait, la multitude de changements que tu as fait dans ton parcours, ou de choix que tu as fait, hein, parce qu'encore une fois, moi, ce que je mets derrière changement, c'est le processus qui nous amène de la décision à l'action. C'est qu'en fait, plus tu as effectué de décisions dans ta vie, plus tu t'es défini toi-même, et plus tu as répondu à ce que tu voulais vraiment. C'est-à-dire qu'au départ, tu as des idées, économie, etc. Ensuite, marketing. Ensuite, tu t'es pris des portes. Oui, j'ai pris quelques portes. Et ensuite, tu as eu des opportunités de par les interactions que tu as eues. Puis en fait, ces opportunités-là t'ont dit, mais en fait, ça a l'air de résonner ce truc-là. Tu vois, RH, c'est le premier truc. Ça t'était pas forcément venu à l'esprit et pourtant, tu t'es dit, je vais y aller. Et puis après, tu t'es dit, en fait, j'ai envie d'aller plus loin. Donc, tu t'es formé. Puis ensuite, tu t'es dit, j'en ai marre, je me barre. Mais quand tu as fait ça, qu'est-ce que tu as fait ? C'est un changement et tu as pris plein de décisions. Le fait de partir déjà seul, c'est énorme. Enfin, tu vois, moi, si un jour je te dis que je fais ça, tu pourras te dire que vraiment j'ai dépassé un cap, quoi. Mais tu vas dans la forêt, tu vis avec des moustiques et des félins.
tu es prête de faire exploser un conflit en envoyant des cailloux. Mais tout ça, en fait, c'est aussi une manière de t'exprimer toi plutôt que simplement te faire happer par un système. Et en fait, plus tu avances à chaque fois. Et tous ces changements-là sont une manière de t'exprimer encore plus toi au fur et à mesure pour être là où tu es aujourd'hui. Qui, j'ai l'impression, en tout cas quand je te vois, être plutôt épanouissant. Et tu touches du doigt quelque chose qui est peut-être au plus profond de toi, quelque chose qui te tenait à cœur, mais que tu n'avais pas pu faire avant. Et que là, tu peux exprimer beaucoup plus pleinement, quoi. C'est un chemin. Je pense que c'est comme tu le dis, c'est vraiment un chemin. Et je pense que je suis vraiment pas au bout du chemin. Aujourd'hui, c'est un peu une quête d'identité presque de manière perpétuelle. J'y suis pas encore. Ouais. Oui, je suis beaucoup plus alignée aujourd'hui. Finalement, je fais aujourd'hui ce que j'aurais presque voulu faire à l'époque au RH, pour être honnête, cet accompagnement. Mais j'y suis pas encore. Et j'ai quelques idées de continuer à me former. Je suis quelqu'un de très curieux. La curiosité, je pense que c'est quelque chose d'être très important aussi quand on est dans ce changement. Et je pense que, je sais pas, quelque chose me dit que d'ici 2 ans, je serai peut-être encore coach agile, mais peut-être différemment. On refera un épisode dans 2 ans, on verra. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Merci à toi. Et ce que je te propose, c'est qu'on passe à la dernière partie de l'épisode que tu ne connais pas parce que tu n'as pas écouté les épisodes jusqu'à la fin. Faut pas dire ça. Si. Et donc, tu vas découvrir ce qui se passe à la fin des épisodes. D'accord. Donc sur la table, comme tu as pu le voir tout à l'heure, j'ai préparé des cartes pour toi. Oui. Qui sont des questions que j'ai présélectionnées et du coup que tu vas découvrir. Tu as 3 paquets en face de toi et on va passer par les 3 paquets. D'accord. Okay. Il y a un paquet qui est plutôt orienté vers le passé. Et donc bien évidemment le deuxième plutôt sur le présent et l'autre plutôt sur le futur. D'accord. Ok. Ce que je vais te proposer, c'est qu'on va commencer par du coup les cartes du passé. Tu vois, il n'y en a pas 50 000, hein. Mais du coup, ce que je vais te proposer de faire, je vais te laisser les mélanger. Je vois que tu es une pro du mélangeage de cartes. Bon, ça va, il n'y en a pas beaucoup. C'est compliqué de mélanger quand il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Et ce que je vais te proposer de faire, c'est tu vas tirer une carte, tu vas nous la lire dans le micro, comme ça au moins on saura quelle est la carte. Et si tu le souhaites, tu peux en tirer une autre. Mais par contre, la deuxième que tu vas tirer, tu ne pourras pas la changer. Mais je peux choisir entre tes deux ? C'est soit tu choisis celle-là, soit la deuxième, soit tu prendras la deuxième qui viendra. Quel était le cadeau caché de ton dernier moment difficile ? Professionnel ou privé ? C'est très ouvert. D'accord. C'est ce que tu veux nous partager en tout cas. Mon dernier moment vraiment très difficile, ça n'a pas été au niveau professionnel. C'était plutôt au niveau privé. Alors, ça date déjà un petit peu, maintenant, c'est à peu près 3 ans. Je suis maman de jumelles. J'ai eu des jumelles il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Et ça a été très difficile après la naissance. Le manque de sommeil. 2 jumelles, mais tu n'as que ces 2 jumelles-là ? Oui, heureusement, okay. J'ai que ces 2-là. Et ce sera les 2 dernières. En fait, c'est du coup, tu es devenue maman, il y en a eu 2 d'un coup. Voilà, il y en a eu 2 d'un coup. Et ça a été très difficile. Ça a été les moments les plus difficiles de ma vie, pour être honnête. Ouais. Le manque de sommeil, beaucoup de remises en question. Donc, après, on ne parle pas de tous les aspects physiologiques à travers lesquels une femme passe. Et ça, c'était un élément. Le cadeau caché, à ce moment-là, ça a été les gens sur qui j'ai pu compter. Alors, je savais que j'avais dans mon entourage des gens sur lesquels je pouvais compter. Mais là, vraiment, c'était de se dire, j'ai pu me reposer sur eux, quoi. Et ça, c'était vraiment un magnifique cadeau, quoi. Donc, ça a renforcé vos liens, je suppose. Oui. Ça a renforcé mes liens, que ce soit avec des amis, que ce soit avec ma famille, même avec mon mari. Donc ça a été très beau. Même si sur le moment, ça a été très difficile. Ouais, oui. J'imagine. Donc voilà. Super. Merci pour ton partage. Ce que je te propose, c'est qu'on passe au paquet suivant. D'accord. On va faire pareil. Parce que je trouve ça très marrant de te regarder mélanger les cartes. Le dernier paquet, c'est toi qui mélange. Et donc, tu en sélectionnes une, tu nous la lis, et puis ensuite, tu décides si tu veux y répondre ou tu en prends une autre. Je trouve ça dur. Tout à fait. Ah, mais elle est facile, celle-là. Qu'est-ce qui te motive chaque jour qui ne dépend ni de l'argent, ni de la pression du temps ? Aujourd'hui, ce qui me motive, c'est vraiment... Tu sais, tout à l'heure, quand tu parlais de ce wow effect ou ce haha, ou de se dire j'ai découvert quelque chose, c'est ça qui me motive chaque jour. C'est de se dire... de pouvoir accompagner les gens et que de voir dans leurs yeux cette étincelle qui se dit
soit j'ai découvert quelque chose sur moi, mais soit j'ai découvert quelque chose qui va m'apporter quelque chose dans ma vie, quoi, et qui va m'aider au jour le jour. Alors, bon, bien évidemment, c'est plutôt au niveau professionnel. Et encore, parce que lorsqu'il y a des outils où, quand on parle de sécurité psychologique, c'est autant au travail qu'à la maison. Tout à fait. Donc, c'est ça. C'est ça qui me motive. Sauf si tu as des robots à la maison. Oui. Mais c'est ça qui me motive, de voir dans le regard des gens, que tu vois qu'ils acquiescent et qu'ils te regardent. Tu vois que ça, comme presque si ça moulinette, tu dis ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça fonctionne comme ça. Ou alors ça, je pourrais faire ça moi. Ou ah ouais, d'accord. Ça. Cette petite étincelle. Exactement. Ouais. Super. Allez, 3e paquet. Mon futur. Allez, regarde. Mais en fait, il y a très très peu de cartes dans celui-là. Ah bah tu vois, c'est pas facile de mélanger. Non, mais tu vois que à force, avec les épisodes, tu vois, je m'entraîne à mélanger les cartes. Hop, tiens. Qu'aimerais-tu accomplir dans les 5 prochaines années? C'est pas très marrant, tu devrais changer de carte. Tu veux que je change de carte? C'est toi qui les as choisis. Hein. Tu veux que j'en prenne une autre? Vas-y, change de carte. Alors j'ai le choix si je veux la revoir. Oui, vas-y. Alors, si tu avais le pouvoir de changer quelque chose dans ton comportement, qu'est-ce que ce serait? Ah, c'est bien plus marrant celui-là, voyons. Le lâcher prise. Je suis très dans le contrôle. Ça, c'est quelque chose... mais alors, pas professionnel, c'est pas que j'ai le contrôle sur les gens, hein, ouais. Mais plus, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise et de pas avoir le contrôle sur les situations. Okay. J'ai ce sentiment d'impuissance, en fait, face aux situations. C'est quelque chose qui est très compliqué pour moi, pour gérer. Et ça, en ce moment, c'est justement, je travaille là-dessus en ce moment. Et c'est tenace. C'est tenace. C'est tenace. Et t'as un exemple, juste pour illustrer? Mais ça va être des choses toutes bêtes. Typiquement, je vais partir à partir du 1er avril pendant 3 mois à l'étranger. Je pars en congé sabbatique avec mes enfants et je les ai inscrites à faire des cours de piscine. Des cours de piscine? Oui, enfin, qu'elles apprennent à nager. Ah, pour nager, oui, d'accord. Vu qu'en fait, on part dans un pays au bord de mer et puis que ça me permettrait d'être plus tranquille et surtout de dire, bon, on va pouvoir un peu explorer aussi le côté marin, on va dire. Et j'amène mes filles à la piscine et il y a eu plusieurs fois où j'ai une de mes filles ne veut pas aller dans l'eau. Parce qu'elle est trop froide, pour X, Y raison. Et pour moi, c'est très difficile de me dire, tu lâches prise, c'est pas grave. Enfin, on a le droit de pas avoir envie de faire quelque chose. Ouais. Il faut comprendre qu'elle, à un moment donné aussi, elle a ses propres émotions, son propre ressenti. Alors, je parle pas de caprice, hein, mais vraiment son propre ressenti. Et de lâcher prise et de me dire, c'est pas grave. Alors bon, finalement, je finis par être très fâchée contre ma fille pour qu'elle aille dans l'eau. Mais ça, c'est un exemple. Mais même au travail aussi, c'est de se dire que il y a une situation qui se passe, un changement organisationnel. Alors, encore une fois, les changements, généralement, on n'est pas forcément toujours au courant. Mais c'est après de pas pouvoir agir, en tout cas, d'avoir ce contrôle, se dire, je peux pas agir pour pouvoir faire quelque chose, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça, ce côté impuissance. Presque comme il va faire mauvais demain. J'ai pas de contrôle sur la météo, c'est horrible. Oui, quoi. c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Oui. Donc voilà, se lâcher prise. Bah, super, merci. On va s'en faire une dernière. Sauf que ce que je vais te proposer, c'est que tu vas choisir un des 3 paquets. Et dans ce paquet-là, donc tu sais, tu as une question sur le passé, sur le présent et sur le futur. Et donc tu vas choisir ce paquet-là et c'est moi qui vais choisir la question pour toi. Tu préfères quoi? Je sais pas, j'ai envie de parler de mon futur. On a beaucoup parlé de mon passé, parlons un peu de mon futur. Ok. Alors, accroche-toi bien. Si ton alimentation exprimait tes aspirations les plus profondes, ok. De quoi serait composée ton assiette au prochain repas? Mes aspirations. Oh, alors là, c'est compliqué, là. Il y a de la métaphore et tout. Si mon alimentation, si mon prochain repas représente mes aspirations profondes, alors ce serait une assiette plaisir, ça c'est sûr. Fromage ou pas fromage? Ah, forcément du fromage, c'est le plaisir, le fromage. Le fromage, c'est la vie. En fait, je pense que ce serait un mélange. Alors, je suis pas sûre que ce sera très bon, mais ce sera un mélange de tout parce que j'aimerais que ce soit quelque chose qui me représente. C'est-à-dire que cette diversité, autant culturelle, par exemple, qui me représente, cette diversité mais aussi professionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aime à dire que j'ai plusieurs casquettes maintenant et j'aimerais en fait qu'il y en ait encore davantage, en l'occurrence. Donc, du coup, ce serait peut-être en mode tapas comme ça. Ouais. Et donc, il y aurait autant
du salé que du sucré, parce que j'adore le sucre, le chocolat, le dulce de leche, ça vient de chez moi. J'adore la confiture de lait. Donc très pâtisserie, mais aussi, comme je disais, le fromage, aussi de l'asiatique parce que j'adore ça, des sushis, etc. Donc quelque chose qui serait mes aspirations profondes, en fait, c'est pas une assiette, mais un peu le couteau suisse, tu sais, finalement, bravo, qui s'adapte à tout. Donc en fait, finalement, ce serait une assiette qui puisse plaire à tout le monde, mais qui ait une forte identité, en l'occurrence. Bah, super. J'aimerais en fait aujourd'hui, mais en termes d'aspiration aussi, c'est, comme je te disais, c'est que je pense que je suis encore en chemin. Ça arrivait à un moment donné où je suis complètement alignée. Alignée entre ce que je fais, ce que je suis et ce que j'ai envie d'être. Et donc, il faut que ça ait une identité forte, mais en même temps, pourquoi au service des autres? Donc, ça veut dire que de pouvoir offrir aux autres ce dont ils ont besoin au moment où ils ont besoin. Donc, ça veut dire finalement un plat très varié. Bah, super. Voilà. J'ai bien aimé l'anecdote du couteau suisse. C'est pas un plat, c'est le couteau suisse. C'est plus proche de ce que je connais. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage, très honnête, très sincère. Si des personnes veulent continuer la papote avec toi, même si tu t'en vas là bientôt. C'est 3 mois. C'est 3 mois, voilà, c'est ça. Je reviens bientôt. Comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Par LinkedIn. Ouais. Ça, je pense que c'est le plus simple, c'est de me trouver sur LinkedIn. Donc, je pense qu'il faudra que tu écrives le nom parce que c'est pas forcément évident. Ouais. Le Egerter, merci mon mari. Hein. Mais non, sur LinkedIn, je pense que c'est vraiment le plus simple. Et puis, volontiers, j'adore partager, et que ce soit pas forcément des coachs agiles. Hein. Aujourd'hui, j'ai des gens qui me contactent qui sont des change managers, qui sont des gens des DRH, justement. Des éleveurs de félins. Des éleveurs de félins. Moins, je dois dire. Moins. Tu vois, ce serait une belle surprise. Hein. Donc, vraiment, j'adore discuter et puis élargir les horizons. J'adore l'ouverture d'esprit. Je suis très curieuse. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est la fin de l'épisode. Ça passait vite. Ouais, c'est passé vite. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. À bientôt. Salut.